Ce plateau est très rempli. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce Smart Tech spécial débrief de l'actu. Mikim Chikli, directrice générale de Weborama. Bonjour Mikim. Guy Mamoumani, entrepreneur, business angel. Vous êtes l'ex-coprésident et cofondateur du groupe Open. Merci aussi Guy. Bonjour. Et Jean-Christophe Le Toquin, président de Cyber Security Advisor Network. Avec mon meilleur accent anglais, Jean-Christophe, bonjour également. On va ensemble débriefer de l'actu avec notre invité spécial qui fait l'ouverture de Smart Tech aujourd'hui, Nicolas Guillaume, président, cofondateur de Netalis, un opérateur télécom multirégional. Vous êtes en région PACA, Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté et Alsace. Vous accompagnez, vous, les professionnels de l'indépendant jusqu'au TPE, PME et en allant même jusqu'aux collectivités et institutions dans leurs projets de connectivité. Donc, vous faites partie de ces opérateurs qui ont été consultés, en tout cas qui ont pu donner leur avis sur le péage numérique européen, qu'on peut appeler Fair Share plus généralement en Europe. C'est donc cette idée de faire payer les GAFA pour entretenir, financer le déploiement de nos nouveaux réseaux de nouvelle génération en Europe. Et alors, vous nous dites, c'est pas forcément une bonne idée de faire payer les GAFA. Bonjour Delphine. C'est pas une bonne idée parce que l'Internet est parfaitement financé. En réalité, depuis des années, vous, l'abonné, vous payez votre accès à la maison. L'hébergeur paye de la bande passante pour acheminer du contenu vers ses clients finaux, j'allais dire, vers les internautes. Oui. Donc l'Internet, il est plutôt bien financé historiquement. Et là, 16 grands opérateurs historiques veulent remettre en question ce modèle. C'est ce qui nous pose un sujet à nous, les opérateurs alternatifs. Oui, mais parce qu'ils nous disent que là, la situation, elle est quand même assez corsée. Qu'on leur demande, des investissements majeurs. Je ne sais pas si on regarde ne serait-ce qu'en France avec le plan de fibre optique. Financé par les fonds publics, le cuivre va disparaître. majoritairement. Oui. Majoritairement. Ce sont les fonds publics, c'est un très bon exemple que vous donnez, ce sont les fonds publics qui financent le déploiement de la fibre optique dans les territoires ruraux, avec des aides d'État, avec des aides éventuellement européennes. Les opérateurs privés louent ensuite des capacités ou des fibres optiques du réseau passif pour mettre leurs équipements, mais à aucun instant, ils ne participent réellement aux milliards qui ont été dépensés dans le cadre du plan France Très Haut Débit. Ils co-investissent éventuellement une fois que les travaux sont faits. Donc ça veut dire que s'il devait y avoir une contribution, il faudrait qu'elle revienne vers les collectivités, éventuellement vers l'État autrement, mais pas dans les poches des opérateurs historiques. Et ça, c'est pas ce que vous avez entendu ? Sur qui empochera la manne fournie par les GAFA ? D'après ce que nous disent les lobbies des grands opérateurs européens, à commencer par les TNO, on a le sentiment que ça vient dans la poche éventuellement des actionnaires des grands opérateurs historiques, et que ça ne revient pas dans la poche de l'Union européenne et par extension des États qui effectivement participent au financement du déploiement du très haut débit. Est-ce que ça ne le fera pas de manière indirecte, puisqu'on aura peut-être besoin de moins d'aide publique pour entretenir ces réseaux dans ce contexte ? Comment inciter à l'investissement dans les boucles locales ? Parce que c'est ça le sujet, c'est investir dans les boucles locales pour accorder des utilisateurs. Aujourd'hui, la fibre optique est un investissement très rentable. Les fonds d'investissement l'ont bien compris. Donc, est-ce qu'il y a besoin de mettre à contribution des acteurs, petits et grands? Je ne crois pas. Ça crée des distorsions de concurrence sur un certain nombre de marchés. Il y a un risque énorme. Il y a peu d'études d'impact sur le Fair Share, la contribution équitable voulue par l'Union européenne. Donc ça aussi, c'est un vrai sujet. Quels sont les effets de bord qui vont arriver ? Et puis ensuite... Vous parlez les risques, c'est-à-dire vous évoquez par exemple le sujet de la neutralité du net ? La neutralité du net est évidemment un sujet. Comment est-ce qu'on va ralentir le trafic d'un, laisser passer un autre ? Pourquoi est-ce qu'on va facturer... Privilégier peut-être certains fournisseurs de services parce qu'ils participent davantage financièrement au réseau ? Exactement. Donc ça commence à créer des biais comme cela dans l'infrastructure et dans le financement des réseaux. Et puis on parle des GAFAM. Mais un des principaux injecteurs de trafic Internet en Europe, il s'appelle OVH. Il est made in France. Donc, est-ce que OVH, qui est un acteur du cloud souverain, qu'on essaye toutes et tous d'aider, sans doute, avec d'autres, Scaleway, Clevercloud, des gens passent, qui participent à notre écosystème, ces gens-là vont avoir des coûts de bande passante et de réseau qui peuvent augmenter. Est-ce que c'est sain de faire cela alors que, encore une fois, eux cherchent à rivaliser face à des grands acteurs internationaux ? Donc, moi, je crois qu'il y a un danger majeur pour la concurrence dans les télécoms qui se passe plutôt bien depuis 20-25 ans, en tout cas en France et maintenant dans d'autres pays d'Europe. Il faut préserver cette concurrence et cet écosystème qui fonctionne. Et il ne faut pas dépositionner un modèle économique qui va, je le répète, en effet de bord, impacter plein de secteurs. L'audiovisuel. Si demain, les coûts de diffusion de Netflix, mais aussi de MyTF1, de MyCanal et d'autres, commencent à augmenter,
Ça veut dire que les gens... C'est la menace faite par les big tech d'ailleurs. Bien sûr. Dans ce cas-là, si on devait davantage financer les réseaux, eh bien, ça aurait un impact sur le prix des abonnements. Le prix des abonnements d'un côté, et puis sans doute, encore une fois, sur un certain nombre de secteurs. L'audiovisuel que je cite à l'instant, s'il a plus de coûts de diffusion de ses contenus, il va mécaniquement peut-être moins investir dans la qualité des productions de ses contenus. Donc ça veut dire qu'il y a une industrie qui là va être touchée par effet de bord aussi. C'est un exemple parmi d'autres. Mais on le voit bien, les impacts sont très forts. Puis la bande passante, c'est quelque chose qui baisse depuis 25 ans. On achetait 1 mégabit par seconde en cœur de réseau à plus de 1 500 € par mois il y a plus de 15-20 ans. Aujourd'hui, c'est quelques centimes. C'est un non-sujet. Ce qui peut interroger quand même, c'est que vous faites partie des opérateurs, donc a priori vous devriez plutôt avoir envie qu'on vous aide financièrement davantage, que ceux qui occupent cette bande passante à plus de 50%, je crois, sont les chiffres moyenne, qui sont parus sur 2021. Vous devriez être plutôt satisfait d'une proposition comme ça. En quoi est-ce qu'elle va à l'inverse de l'intérêt des opérateurs alternatifs régionaux comme les vôtres ? Moi, je ne suis pas satisfait qu'on touche à un modèle économique qui fonctionne. Mes clients me payent pour avoir accès à tout Internet. J'ai construit mon modèle économique d'opérateur comme cela. Je ne l'ai pas construit avec le financement ou la ponction de quelque chose à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas mon modèle de fonctionnement, ce n'est pas comme cela que je fonctionne avec de la subvention publique ou autre. Ce n'est pas mon modèle économique. Première chose. Deuxième chose, si je commence à dépositionner ce modèle, j'ai des risques énormes, et notamment bureaucratiques. Vous imaginez si demain je dois facturer les peut-être 50 000 réseaux d'accès ou réseaux d'hébergeurs qui injectent du trafic sur le réseau de Netalis? Mais c'est impossible, c'est ingérable. Je ne veux pas faire ça. Donc je pense que comme tous mes confrères opérateurs alternatifs, on veut se concentrer sur nos métiers, fournir un excellent Internet ouvert vers tout le monde, vers tous les hébergeurs, vers tous les fournisseurs de contenu, sans aucune difficulté. On le fait très bien. On n'a pas de problème de modèle économique aujourd'hui pour financer nos réseaux. On le fait bien. On voit qu'il y a quand même une compétition, là, un équilibre qui est en train d'être rompu entre les opérateurs commerciaux et les GAFAM qui viennent sur le terrain, justement, des opérateurs. Mais qui va chercher le contenu chez ces GAFAM? C'est bien l'utilisateur final de l'opérateur. Que ce soit dans le cadre du B2B que je représente, où là, on va vers des usages de cloud, par exemple. Mais c'est mon utilisateur final, c'est l'entreprise qui va chercher du contenu, qui choisit de s'héberger vers un cloud quel qu'il soit. Et donc, ils envoient la requête via mon réseau et le trafic revient sur mon réseau. Ils me payent pour faire ça. Quand vous êtes à la maison, que vous utilisez Netflix ou MyCanal, vous faites la même chose. C'est vous, utilisateur, qui payez 30, 40, 50 € par mois, plus parfois des services optionnels. Donc, c'est le métier de l'opérateur de transporter ce contenu d'un sens dans l'autre. Ce qui ne doit pas changer. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la valeur, on voit bien qu'elle est quand même du côté des usages et des services. Les opérateurs ont envie sans doute de se positionner un petit peu différemment sur ce marché, d'aller capter davantage de valeur. Les équilibres sont en train de changer. Est-ce que l'opérateur classique est obligé de rester un fournisseur de tuyaux uniquement? Cette notion-là, elle est vraiment très intéressante. Depuis des années, il y a eu un certain nombre d'essais d'investissement dans les contenus ou autres. On le voit bien avec les opérateurs français. Mes grands confrères ont des stratégies d'investissement tous différents, mais se sont refocalisés sur les réseaux avant tout. On l'a vu avec Orange qui est sorti d'un certain nombre, par exemple, d'activités autour de l'audiovisuel là-dessus. Chacun son métier, j'ai envie de dire, qu'ils fassent très bien leurs investissements, qu'ils fournissent un excellent service d'accès à leurs clients finaux. Je pense que c'est ça, effectivement, le métier d'un opérateur. Ça fonctionne bien. Et là, ils veulent avoir des revenus complémentaires, supplémentaires. Encore une fois, je pense que l'utilisateur demande un service, paie des services complémentaires. C'est ça, d'ailleurs, le propre de l'Internet. Et je pense qu'il faut que ça reste tel que c'est, un Internet ouvert. Jean-Christophe Le Toquin, j'avais envie de vous entendre sur ce sujet. Non? Vous n'avez pas envie de vous positionner? Cette idée de faire payer les GAFAM, c'est une fausse bonne idée, vous pensez également? C'est un sujet vraiment, vraiment complexe. On est sur des grandes batailles historiques. Nous, on a vu les GAFAM donc, et les opérateurs se déchirer au détriment d'une réflexion sur la régulation des contenus, par exemple. Ouais. Et vraiment, là, on sent que ça, voilà, c'est deux blocs en opposition frontale. Et j'avoue que c'est compliqué du point de vue extérieur de trouver, je dirais, là où est le bon juste milieu. Il faut vraiment un régulateur. Et c'est vrai que là, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de gentil, quoi. Ça, c'est clair qu'on l'a vu dans ce domaine de la régulation. Une autre réaction en plateau?
Bon, parce que je posais la question à Jean-Christophe, parce que vous étiez vraiment dans ce milieu des fournisseurs d'accès quand on s'est connus il y a quelques années. Donc c'est vrai que les choses ont énormément changé sur les modèles économiques. Et aujourd'hui, quand même, la question se repose sur le métier des opérateurs et la concurrence des big tech sur leur cœur de métier également. Après, la solution, c'est peut-être pas de faire payer nos réseaux européens. Allez, on va continuer avec le reste de l'actu qui nous occupe. Vous restez avec nous, bien évidemment. Nicolas Guillaume, président cofondateur de Natalis. C'est parti pour le débrief.